Excellence, Monsieur le Premier ministre, Excellence, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions, Excellence, Mesdames et Messieurs les ministres d'État, Excellence, Mesdames et Messieurs les ministres, membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, chers invités, bonjour. Je suis très heureux d'être ici présent pour la deuxième édition de la conférence Risque Pays, pour vous présenter le rapport de risque pays qui a été établi par Bloomfield et qui va établir la cartographie de risque d'investissement en RDC. Alors, vous avez tous le rapport détaillé sur vos chaises qui a été distribué. L'objectif de la présentation, c'est de mettre l'accent sur un certain nombre de points qui ont déjà été discutés et débattus dans le rapport. Mais nous allons mettre un accent sur un certain nombre de points qui ont constitué la force de l'analyse de ce rapport ou la force des résultats et un certain nombre de points qui ont constitué justement des faiblesses et que finalement, les faiblesses, nous les appelons des opportunités parce que ça donne l'occasion au gouvernement justement de créer un cadre pour permettre que ces faiblesses-là se transforment en opportunités. Alors, le rapport de risque pays est établi par le département d'analyse d'intelligence économique de Bloomfield, qui est un département un département en appui à la notation financière, qui est l'activité principale de Bloomfield. Et c'est un outil qui permet d'évaluer la cartographie du risque d'investissement dans un pays. Et la raison pour laquelle nous établissons cette cartographie des risques, elle va répondre à trois questions fondamentales que se posent les investisseurs quand ils décident de venir investir dans un pays. Et la première question, c'est quelle est l'opportunité d'investir dans ce pays? Nous parlons de la RDC, donc on va nommer la RDC. Quelle est l'opportunité d'investir en RDC? Quel est le retour sur investissement auquel on devrait s'attendre? Et quel est le risque qu'on prend de perdre son capital en investissant en RDC? Donc, c'est vrai que quand on parle de notation, quand on parle de cartographie de risque, la notion de risque peut faire penser que nous mettons en relief seulement les risques d'investissement, mais non, c'est une notion qui détermine justement les faiblesses et les forces d'investir dans ce pays. Alors, en termes de méthodologie, nous allons regarder 5 éléments principaux qui nous permettront justement d'établir cette cartographie de risque-là. Nous allons regarder la performance macroéconomique du pays, mettre l'accent sur le climat des affaires et toutes les composantes justement de ce climat des affaires-là, notamment le secteur judiciaire qui est une des préoccupations majeures des investisseurs et la performance de l'administration publique est aussi un élément fondamental dans la mesure où l'administration publique est celle-là même qui crée le cadre pour permettre aux investisseurs d'investir dans le pays. Nous mettrons l'accent sur la gestion des finances publiques. Comment est-elle gérée? Et est-ce qu'il y a une évolution depuis l'année dernière en termes de la maîtrise de la gestion des finances publiques? Mettrons également l'accent sur la solidité du système financier qui finance l'économie de la RDC. Comment est financée l'économie de la RDC? Enfin, mettrons l'accent sur l'environnement sociopolitique. Nous sommes en année électorale, donc évidemment, les investisseurs veulent savoir quel sera l'impact justement de cet environnement sur des potentiels investissements. Et le processus d'évaluation est un processus assez rigoureux. Et en première étape, nous allons collecter des informations. Donc, collecter des informations auprès de l'administration de la RDC et des entreprises de la RDC et des fêtières dans l'environnement de la RDC. Nous allons procéder à une pré-analyse
de ces informations et une contre-analyse, évidemment, de ces informations que nous avons reçues. Donc, avec une méthodologie scientifique, nous allons justement faire une analyse contradictoire de ces informations-là et nous allons, là aujourd'hui, faire la restitution de l'étude en évaluant les risques et en faisant un ajustement final avec les débats qui sortiront de cette discussion que nous aurons toute la journée. L'évaluation est sanctionnée par une note, et une note qui est contenue entre 0 et 10, où de 0 à 2, nous sommes dans un risque systémique, où d'ailleurs nous ne recommandons pas d'investissement dans ce pays-là. De 2 à 4, nous sommes dans un risque avéré, mais en prenant un certain nombre de mesures, il est possible d'investir dans ce pays-là. Entre 4 et 6, nous sommes dans la catégorie de risque modéré, où il n'y a pas de frein particulier à l'investissement dans le pays concerné. Des 6 à 8, nous sommes en risque faible, où évidemment, il y a très peu d'impact négatif sur les investissements dans ce pays-là, où nous recommandons d'ailleurs l'investissement dans ce type de pays. Et en 8 et 10, nous sommes dans le risque quasi inexistant. Pour l'instant, je voudrais vous dire qu'aucun pays en Afrique est dans cette catégorie. D'ailleurs, aucun pays dans le monde. Les meilleures notes que nous avons sont entre 6 et 8, donc risque faible. Alors maintenant, nous allons procéder aux résultats de cette analyse. Sur le plan de la performance macroéconomique, alors la RDC a eu une performance que j'appellerais extraordinaire en termes de performance économique. D'ailleurs, le taux de croissance de l'année dernière qui était estimé et confirmé en réalité à 6,6 a été revu à la hausse pour atteindre 8,9, qui est un taux extrêmement élevé d'ailleurs, qui est parmi les taux les plus élevés en Afrique, sinon au monde. Si vous regardez même en 2000, pour montrer un peu la résilience de cette économie, dans une période de pandémie où beaucoup de pays étaient en récession, la RDC a quand même une croissance de 1,7, donc il montre sa résilience. C'est vrai que c'est une économie qui performe, mais qui est très peu diversifiée. Et justement, ce manque de diversification, même si c'est une faiblesse, représente finalement des opportunités d'investissement si on considère que la diversification doit se faire, parce que la diversification, c'est vraiment le premier volet de la résilience d'une économie, avant même de parler de transformation. Et l'économie est dominée par le secteur primaire qui lui-même est dominé par l'industrie extractive à 38%, et vient le secteur tertiaire à 32%, tiré par les transports et la communication, et le secteur secondaire qui malheureusement est encore très faible, 25%. Qu'en réalité, pour pouvoir atteindre un niveau de développement, il est extrêmement important que ce taux soit monté à 45-50% de l'économie. Et nous sommes encore très loin de ça, mais un certain nombre de mesures sont mises en place pour entrer dans cette logique de transformation de l'économie. Nous reviendrons certainement là-dessus. Une économie performante, mais très peu inclusive. Pourquoi elle est très peu inclusive? Parce que vous avez quasiment 90% du tissu économique est composé de PME qui en réalité contribuent qu'à 20% de la richesse créée. Donc vous avez la richesse là, 80% de la richesse créée
est créée par les multinationales qui, elles, ont vocation à rapatrier leurs bénéfices. Donc forcément, on ne peut pas avoir une économie qui est inclusive ou une croissance qui est inclusive, pardon, quand la majorité de la richesse n'est pas réinvestie dans l'économie, mais plutôt exportée. Donc la conséquence de ça, c'est que la RDC est parmi un des pays les plus pauvres au monde, avec un taux de pauvreté qui aujourd'hui est à 62%, mais qui était, il y a un an, à 72%. Donc, ce que je veux dire, il y a eu un bond extraordinaire, d'ailleurs, euh, de 10 points de pourcentage en un an, et qui s'explique par l'accroissement du PIB réel par habitant qui est accru de 16,5%, par l'augmentation de 30% de l'emploi, surtout dans le secteur minier, même si nous considérons que c'est euh, une conjoncture positive qui va créer cette réduction de pauvreté. L'année prochaine, nous pourrons voir si cette réduction est une réduction qui est soutenable. Pour l'instant, elle est à 62%, mais ça demeure quand même extrêmement élevé. Et cette non-exclusivité, d'ailleurs, met un certain nombre de citoyens dans une situation de précarité. 27 millions à peu près, selon la FAO, sont dans une situation de précarité. Donc, l'économie performe. Maintenant, il s'agit de rendre cette performance inclusive de sorte à ce que ça puisse réduire, entre autres, la pauvreté. Toujours dans cette logique de diversification ou de l'économie qui n'est pas vraiment diversifiée, vous avez le potentiel agricole qui est extraordinaire avec 80 millions de terres arables. Et donc c'est quand même contradictoire de voir que la RDC importe de la nourriture pendant qu'elle peut nourrir toute l'Afrique. Et quand vous regardez les chiffres, vous verrez qu'en réalité, les rendements moyens en termes de différentes denrées est nettement faible par rapport aux autres pays. La perspective de croissance pour cette année reste forte. Nous anticipons un taux de croissance à 6,3%. Ceci dit, ça va dépendre d'un certain nombre de facteurs. Euh, En interne, évidemment, je crois que les conflits, la capacité de la RDC à contenir le conflit à l'Est va certainement encourager les investisseurs. Mais plus la RDC montrera une capacité moindre à contenir ces conflits, cela pourra forcément créer des incertitudes. Sur le plan politique, nous sommes en année électorale. Évidemment, normalement, une élection devrait être un événement banal, un événement démocratique banal. Malheureusement, dans la majorité des pays africains, c'est un événement qui finalement cristallise l'attention, qui finalement crée des incertitudes, même si, vous verrez dans le rapport, nous estimons qu'il y a une certaine stabilité politique dans ce pays. L'avènement des élections est toujours une situation qui crée une certaine incertitude pour les investisseurs, surtout les investisseurs étrangers, enfin internationaux, qui ont déjà des idées préconçues sur justement le risque sociopolitique sur le continent, qui viennent d'être exacerbés par des situations d'élection. Et la capacité de la ADC à rentrer dans son plan ou demain de mettre en application son plan de diversification va certainement aussi avoir un impact. La crise internationale va certainement avoir aussi un impact, même si la ADC semble être résiliente vis-à-vis de cette crise-là. Et tout à l'heure, quand on parlera de l'inflation, on verra aussi que tout ça est lié à cette crise internationale-là. Sur le plan de climat des affaires,
La structure des investissements par secteur d'activité que nous avons étudié entre 2018 et 2022, nous constatons que sur cette période-là, l'industrie et le secteur des infrastructures ont occupé une très grande place. Vous regardez les services qui étaient d'ailleurs le secteur où il y avait le plus d'investissement est en déclin en 2022. L'industrie, cependant, est en hausse, donc ça montre bien qu'il y a cette volonté-là, certainement, de transformation et d'industrialisation de ce pays. Les infrastructures sont également en hausse. C'est un secteur qui est aussi euh, plutôt marginalisé en termes d'investissement, mais le secteur le plus marginalisé et le plus sinistré en termes d'investissement est l'agriculture. Et vous regardez sur ce plan, vous verrez que en termes d'agriculture, l'investissement est quasiment nul sur toute la période étudiée. Toujours dans le climat des affaires, il y a la majorité des investissements en RDC sont faits par les entreprises ou les multinationales. Et vous regardez le niveau de IDE qui est très élevé, 87%. Mais comme je disais tout à l'heure, il y a un certain nombre de facteurs qui pourraient ralentir ou accélérer ces investissements qui sont faits en RDC. Notamment en termes de ralentissement, dans nos enquêtes et dans nos évaluations, la lenteur observée dans dans la dans la mise en place des réformes. Et je pense que ça, c'est lié aussi et naturellement à l'efficacité et l'efficience de l'administration qui devra être améliorée. Les déficits d'infrastructure va certainement ralentir également des investissements, l'accélération des IDE, parce qu'évidemment, ce sont les infrastructures économiques qui vont créer un environnement favorable à l'investissement. J'ai parlé tout à l'heure de la lourdeur administrative et aussi le problème de la gouvernance. Je crois que euh, l'étude du baromètre qui a été publiée avec un taux de satisfaction de 37%, quand vous allez dans les détails, vous vous rendez compte que la gouvernance de l'administration est un élément qui pose beaucoup de problèmes. Et pourquoi cette gouvernance-là est problématique? Je crois que dans beaucoup de pays qui ont réussi à améliorer la gouvernance, cette amélioration est passée par la dématérialisation des processus dans l'administration, donc la digitalisation de process, qui certainement ont eu un impact sur réduire euh, cette, euh, euh, cette mauvaise gouvernance-là. Et les systèmes de contrôle qui sont mis en place. La faiblesse des systèmes de contrôle, évidemment, crée des failles, et ce sont ces failles-là qui, malheureusement, accentuent cette mauvaise gouvernance-là. Et naturellement, le secteur de la justice, donc, qui demeure un gros challenge pour l'environnement des affaires. Des réformes sont en cours, mais évidemment, les résultats sont peut-être encore mitigés. Mais l'environnement judiciaire, lui, est un gros challenge également dans ce processus-là. Alors, toujours dans le climat des affaires, nous allons maintenant peut-être mettre l'accent sur les actions qui sont mises en place par le gouvernement congolais pour justement répondre à ces faiblesses qui ont été constatées et établies. La création d'un guichet unique qui évidemment va faciliter les démarches administratives des investisseurs. Et je vous parlais tout à l'heure du baromètre, dont les résultats, premiers résultats n'étaient pas très satisfaisants, mais le plus important, c'est le fait d'avoir un baromètre. Et je crois que c'est extrêmement important.
Et l'entité qui a été mise en place pour justement lutter contre la corruption et en termes de prévention est certainement un élément extrêmement important pour pouvoir juguler, si vous voulez, cette gouvernance-là. L'amélioration de la pression fiscale. Évidemment, et généralement, pourquoi on a beaucoup de pression fiscale dans les pays comme la RDC, c'est que le- l'économie est généralement informelle. Donc, le fait que l'économie soit informelle, la partie formelle qui paye les impôts finit par avoir plus de pression payer les impôts. L'idée, comme beaucoup de pays l'ont fait déjà, c'est de formaliser l'économie de sorte à élargir la base fiscale et réduire les taux d'imposition pour engranger plus de revenus et diminuer la pression fiscale. La pression fiscale peut être un frein à l'investissement. Et la décentralisation économique, qui est aussi un élément fondamental dans l'attractivité euh, de l'investissement dans un pays, parce que généralement, comme vous avez certainement constaté, dans la majorité des pays africains, il y a une concentration de l'activité économique dans la capitale. Et les autres zones sont généralement plus ou moins négligées. Et je crois que le plan de créer des environnements, des pôles économiques dans différentes provinces est certainement une très bonne stratégie pour diversifier justement l'attractivité euh, de l'investissement en RDC. Les finances publiques, un déficit budgétaire qui est maîtrisé. Et dans ces temps de crise, c'est très rare de voir un pays avec ainsi un taux aussi bas de déficit budgétaire. Et ça, c'est vraiment quelque chose que nous félicitons. 1,6, même s'il a cru de 0,6 points, il était à 1% et à 6%. La norme régionale est à 3%. Et je peux vous dire aujourd'hui, dans cette crise internationale, la majorité des pays ont dépassé ce benchmark de 3%. Mais être à 1,6%, c'est une prouesse. Augmentation des progressions des recettes et équilibre des dépenses. Et donc, vous avez un déficit budgétaire qui reste maîtrisé. Le niveau d'endettement. L'endettement. Je crois que, si je ne me trompe pas, la RDC est le pays le moins endetté au monde, avec un taux de 16% du stock de la dette sur le PIB. 16%, c'est très bas, donc ça donne une marge de manœuvre significative à ce pays-là. Maintenant, cette marge de manœuvre, ça va dépendre de comment on l'utilise. Je crois que le déficit en infrastructure peut être justement peut-être résorbé par des emprunts qui rentreront dans cette marge de manœuvre-là. Mais il y a une gestion très prudente de l'endettement qui fait que la RDC est un pays quasiment pas endetté, avec si vous voulez, même le service de la dette, un service de la dette qui est certainement un des services de la dette les plus bas également. Je crois il est à 8%, euh, représente à peu près 11,8% des recettes de ce pays. Donc c'est un taux qui est très appréciable d'ailleurs. La politique monétaire, c'est une politique monétaire qui est prudente, mais je pense que sur le plan de la politique monétaire, la Banque centrale de la RDC a très peu de marge de manœuvre dans une économie qui est dollarisée à 90%. Le rôle de la Banque centrale de juguler l'inflation est très restreint dans une configuration où même au niveau des transactions bancaires, vous avez 94% des transactions bancaires qui sont faites en dollars. Donc, la capacité de juguler l'économie sur la partie de deux monnaies qui est la moins utilisée est plutôt restreinte. Ce qui fait que l'inflation sera toujours à des taux très élevés.
tant que la configuration de cette économie sera dans une logique de double monnaie, dollar franc congolais, avec un dollar très puissant qui domine la majorité des transactions. Et je crois que la dédollarisation est un processus, oui, certainement, qui prendra du temps, qui prend du temps, mais qui va nécessiter une volonté politique forte de vouloir de mettre en place des actions envers, dans une logique de dédollarisation sur une période bien définie. Et cette dédollarisation, évidemment, cette dollarisation a des conséquences, même sociales, fait partie aussi des éléments qui accentuent la pauvreté, dans la mesure où euh, la majorité des produits sont indexés sur le dollar pendant que les salaires sont payés en monnaie locale. Donc la faiblesse de la monnaie par rapport au dollar, qui, quand le dollar croît, s'affaiblit davantage, réduit de façon significative le niveau, enfin le pouvoir d'achat et a forcément un impact sur, sur le pouvoir d'achat des citoyens. Le, la réserve de devises de la Banque centrale est estimée à 2,6 mois d'importation, ce qui est très bas, dans un pays qui est dollarisé à 90%. C'est très paradoxal, parce qu'en réalité, vous êtes dans un pays où il y a énormément de devises. Et d'ailleurs, je pense que c'est peut-être le seul pays où on peut retirer des dollars au guichet. J'ai jamais vu ça moi nulle part ailleurs. Donc ça veut dire que on peut pas dire que ce pays manque de devises. Mais puisque dans la configuration et dans l'évaluation, on ne prend en considération que les devises de la Banque centrale, qui sont à 2,6 mois, ça met le pays dans une situation de stress de devises qui en réalité est un stress factice. Parce que ce pays, s'il n'a rien d'autre, il a des devises. Ça, c'est très clair. Donc, ça veut dire que la dollarisation pose un vrai problème d'équilibre économique. Il est extrêmement important que ce problème soit pris à bras le corps et qu'il y ait des décisions politiques fortes qui seront certainement impopulaires, hein, parce que bon, je sais très bien que les habitudes ont la peau dure, mais il est extrêmement important que la problématique de la dollarisation de ce pays soit adressée de sorte à pouvoir rééquilibrer cette économie et permettre en réalité de transformer ce potentiel-là en opportunité. Et d'ailleurs, les pays qui n'utilisent pas les dollars, parce que je crois que beaucoup de gens se disent que quand ce pays sera plus dollarisé, il y aura des difficultés pour des transactions internationales. Non, c'est pas vrai. Le dollar est une monnaie de change et une monnaie de commerce international. La place des devises dans un pays où il y a une monnaie locale, c'est la banque centrale. Et c'est la banque centrale qui détient la politique de transfert de devises. Plus vous avez des devises en réserve, ben plus flexible la politique de transfert sera. Donc évidemment, ça ne changera absolument rien. Au lieu de 2 mois, 2,6 mois d'importation, je suis certain que si on collecte toutes les devises qui sont dans ce pays et les poser à la Banque centrale, peut-être que ce pays sera à 50 mois d'importation, dont on n'aura aucun problème de transfert à l'extérieur. Donc, on met, j'insiste sur cet élément, on en a parlé l'année dernière, on en reparlera certainement l'année prochaine, mais la dollarisation est une gangrène de l'économie congolaise et qu'il est extrêmement important que cette gangrène-là soit finalement soignée, même si c'est une gangrène. Alors, l'inflation, comme je disais tout à l'heure, évidemment, va certainement toujours rester à des taux élevés dans cette configuration-là. Le système, le financement de l'économie, une économie qui est très bien financée d'ailleurs par le système bancaire qui semble être solide, avec une progression de 33%, ce qui est énorme. Les niveaux d'encours de crédit représentent 10% du PIB, ce qui est énorme. Et
Par contre, comme je disais tout à l'heure, 95% des crédits bancaires, donc 15% des crédits bancaires sont en dollars. Donc on revient dans la même configuration de l'importance de l'utilisation du dollar dans les transactions, dans le financement de l'économie. Alors euh, toujours dans le système monétaire et financier, les dépôts bancaires ont augmenté de 5,7%. Le taux moyen débiteur euh, a baissé en réalité de 15,57 à 13,57 et le taux créditeur demeure généralement stable en réalité. Quant à la situation sociopolitique, comme je disais, nous constatons une stabilité sociopolitique, mais nous sommes dans une année électorale et nous avons constaté un certain nombre de tensions qui, nous pensons, vont certainement s'exacerber avec, plus on se rapproche des élections, ben, ce qui est tout à fait normal finalement, dans nos environnements où les élections sont des moments de haute tension, même si dans la majorité des cas, après les élections, cette tension-là baisse. Euh, la politique nationale de protection sociale qui couvre la période 2019-2023 a eu des résultats que nous avons donnés en détail dans le rapport que vous verrez, des résultats qui sont qui ont eu un effet sur la réduction de la pauvreté, comme je vous ai dit tout à l'heure, une réduction de 10 points, qui est quand même extraordinaire, 10 points, passer de 72% à 62% en un an, c'est vraiment une prouesse, ça. Je crois que même si le taux demeure très élevé, euh, 10 points en un an, c'est énorme, hein. Et vous avez en place aussi le programme présidentiel accéléré de la lutte contre la pauvreté. Donc tous ces programmes, en réalité, ont concouru à avoir ces résultats que je vous ai donnés tout à l'heure. Euh, alors sur le plan sécuritaire, je crois que il y a certainement des efforts à faire. En dehors de la situation tendue dans l'Est, je crois même que dans la capitale, il y a un problème de sécurité intérieure qui a été constaté par des études que vous voyez là. La RDC, selon Global Economy Index, est à 8,7 sur 10, ce qui représente un taux d'insécurité assez élevé quand même. Euh, et donc, je pense que certainement, dans la réponse du ministre de l'économie, il va certainement vous dire les mesures qui sont prises pour juguler cette insécurité qui est constatée. Ok. Alors, en conclusion, parce que nous avons déjà pris du retard, donc je ne voudrais pas prendre beaucoup plus de temps, la note de la RDC a évolué. Elle a évolué de 40 points de base. Donc nous passons de 5,1. On reste toujours dans la catégorie des risques modérés où il n'y a pas de frein à l'investissement dans le pays. Et mais dans cette catégorie-là, qui part en réalité de 4 à 6, la RDC l'année dernière était à 5,1 et est passée à 5,5. Donc une augmentation de 40 points de base qui généralement a été tirée par la performance macroéconomique et la gestion des finances publiques. Ceci dit, il y a eu une légère régression concernant la solidité du système financier et une légère, non, non, une légère régression concernant l'environnement sociopolitique, pour les raisons que je vous ai données, mais le système financier a aussi évolué de 50 points de base. Donc les trois éléments fondamentaux qui ont tiré la note vers le haut sont la performance macroéconomique, la gestion financière
et la solidité du système financier. Et en perspective, nous avons une perspective stable, mais nous anticipons une amélioration de la note de encore 20 points de base l'année prochaine. Mais évidemment, c'est une évaluation dynamique, donc on verra l'année prochaine si effectivement on monte à 5,7 ou alors à plus ou à moins. Mais pour l'instant, nous anticipons une évolution positive de cette note-là. Voilà, et d'ailleurs, cette note repose aussi beaucoup sur le potentiel de ce pays, en sachant que, évidemment, le potentiel n'est pas une opportunité, comme je le disais tout à l'heure. Il s'agit de mettre en place des réformes qui permettraient que chaque secteur d'activité soit finalement une priorité des investisseurs en termes d'investissement, en termes de régulation, en termes d'administration pour rendre ces secteurs attractifs. Cette note est alignée à la notation financière que nous avons sortie la semaine dernière. Donc, cet exercice est différent de l'exercice de la notation financière qui, lui, va évaluer la qualité de crédit de la RDC, donc sa capacité et sa volonté à faire face à ses obligations financières. L'année dernière, la RDC était à 3B, donc 3B, perspective stable, donc 3B, c'est le risque modéré. Cette année, elle a maintenu sa note 3B, mais avec une perspective positive. Donc la perspective a été rehaussée à positive. Alors, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, voici ainsi dévoilée la note 2023 de la RDC sur la cartographie de risque. Je vous remercie.